Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Quand on produit du contenu, on finit absolument tous par se heurter exactement au même mur. Au début, tout roule. On a des idées à l'appel, du temps, l'énergie est là, et puis d'un coup, bam, plus rien. La machine s'enraye. Pourquoi? Eh bien parce que traiter la création comme une simple impulsion émotionnelle, ça mène littéralement dans le mur. L'inspiration toute seule, ça ne suffit pas pour tenir sur la distance. C'est exactement le problème central qu'on va décortiquer aujourd'hui en explorant en détail cette fameuse idée de la Content Factory. Au programme de notre analyse, d'abord le mur de l'inspiration, ensuite la définition exacte de la Content Factory, ses 6 fonctions clés, comment surmonter les blocages des productions, et on terminera avec la redoutable méthode de mémorisation espacée. Première partie, ce fameux mur de l'inspiration. C'est vraiment le cœur du problème. Se reposer sur une inspiration qui vient et qui part, c'est un piège absolu. On a tous en tête cette image très romantique de l'artiste maudit qui attend que la muse le frappe devant sa page blanche. Sauf que, dans la vraie vie, pour une production régulière, c'est la garantie de finir complètement épuisé. Et c'est là qu'opère un changement de paradigme total. D'un côté, on a l'angoisse du matin, avec est-ce que je vais bien pouvoir écrire aujourd'hui? De l'autre, la sérénité de l'opérateur. Bon, quelle pièce doit sortir de la chaîne aujourd'hui, comme c'était prévu hier? Le glissement est énorme. On passe de l'anxiété quotidienne de l'artiste à l'exécution pure et simple. La pression retombe d'un coup, tout simplement parce que la décision a déjà été prise en amont. Deuxième partie, définissons la Content Factory. Et surtout, balayons ce qu'elle n'est pas. Il faut vraiment tendre le cou à certains mythes qui circulent dans l'industrie. C'est crucial de séparer une vraie fabrique d'une vulgaire ferme à contenu. Le terme de content farm, c'est hyper péjoratif. C'est du contenu jetable, du vide absolu, calibré uniquement pour plaire aux algorithmes et qui ne fait que diluer l'information. À l'inverse, une véritable content factory, c'est l'application très intelligente d'une logique industrielle à la création. On organise les flux, on utilise des modèles, et en fait, c'est cette efficacité qui garantit la qualité. Ça transforme un contenu fait au hasard en un actif gouvernable, c'est-à-dire un contenu qu'on peut planifier, réutiliser et financer, tout en gardant une vraie patte créative. Et d'ailleurs, l'industrialisation de la créativité, ce n'est pas du tout une tendance numérique récente. C'est une méthode qui a fait ses preuves historiquement. Tenez, regardez. Dès 1865, l'éditeur Hetzel faisait déjà ça avec les Voyages extraordinaires de Jules Verne. Il y avait un calendrier éditorial ultra précis et des formats standardisés. Dans les années 20, Hollywood et la MGM ont transposé exactement ça au cinéma. Et aujourd'hui, des géants comme BuzzFeed ou les studios de MrBeast font la même chose avec de nouveaux outils. Le génie ne vient pas du chaos spontané, mais bien de l'organisation discrète et ultra carrée qui se cache derrière. Troisième partie, les 6 fonctions fondamentales de la machine. Maintenant qu'on a le contexte historique, il est temps de regarder sous le capot. Voici le plan de travail, la cartographie complète de notre usine. C'est l'ossature parfaite à avoir en tête avant de plonger dans les rouages spécifiques de la mécanique. Alors, détaillons ces 6 étapes qui forment une boucle continue. 1. L'idéation. Fini d'attendre l'éclair de génie, on gère un vrai réservoir d'idées qu'on alimente en continu. 2. La planification. Un calendrier béton où chaque contenu a sa place, son canal et son but précis. 3. La production. On utilise des gabarits solides pour éviter de réinventer la roue à chaque fois. 4. La bibliothèque d'actifs. Ça, c'est brillant. On crée des éléments réutilisables, comme un jingle ou un visuel, qui vont servir 10 ou 20 fois. 5. La distribution multicanal. Un seul contenu de base est décliné en plein de formats. Et enfin 6. La mesure. On regarde ce qui marche et ça vient directement nourrir l'étape d'idéation du lendemain. C'est un cycle perpétuel. En appliquant cette fameuse boucle, c'est là que la magie opère. La création hasardeuse devient cet actif gouvernable. Quand on peut prédire ce qu'on va sortir, on peut le planifier à l'avance et le rentabiliser. Et le plus soulageant dans tout ça, cette méthode protège la voix unique de celui ou celle qui crée contre l'épuisement, tout simplement en automatisant le superflu autour de l'acte pur de création. Quatrième partie, identifier et surmonter les blocages. Évidemment, aucun système n'est infaillible, il y aura forcément des frictions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces blocages n'est lié à une faiblesse personnelle ou un manque de talent. Ce sont de simples défauts de structure. Par exemple, si on passe des heures à chercher quoi écrire, au lieu de vraiment écrire, c'est juste qu'on mélange l'idéation et la production. Si on a du mal à publier, c'est souvent un perfectionnisme mal placé. Le surmenage, c'est oublier sa vraie capacité avec une cadence insoutenable. Et cette drôle d'impression de publier dans le vide absolu, c'est simplement l'absence d'une boucle de mesure. Tout ça se règle assez facilement par une meilleure organisation. Il y a cette métaphore absolument magnifique tirée du texte source, écoutez bien. L'inspiration, livrée à elle-même, ne soutient aucune œuvre prolongée. Elle suffit à l'esquisse, jamais à la cathédrale. C'est tellement vrai et tellement puissant. La régularité n'est pas l'ennemi de la qualité, bien au contraire, elle en est la condition silencieuse et indispensable. 5e et dernière partie, la méthode de mémorisation espacée.
Pour que ce nouveau cadre de travail devienne une véritable seconde nature, il faut l'ancrer dans sa mémoire. Et là, le système propose une chronologie sur 30 jours qui pulvérise littéralement le bachotage de dernière minute. Le jour 0, on lit tout à voix haute 2 fois. Le lendemain, on essaie de réciter en s'aidant un peu du texte. Au bout de 3 jours, on récite sans le texte, juste en corrigeant les trous. Au 7e jour, récitation complète. Et enfin, une petite révision au 30e jour. C'est mathématique, ce qui survit à ces 30 jours survivra pour les 3 prochaines années. Tout ça repose sur des principes cognitifs super solides. Espacer ces révisions, c'est beaucoup plus puissant que d'essayer de tout retenir d'un coup en bloc. Et puis, la voix est supérieure à l'œil, le corps retient vachement mieux ce que l'oreille entend, l'ordre des choses compte aussi davantage que le sens isolé, mais le plus fascinant, et c'est très contre-intuitif, c'est que l'oubli est notre meilleur allié. Oublier un peu, puis faire l'effort volontaire de s'en rappeler, c'est le secret absolu de l'apprentissage. Ce qui nous amène à la réflexion finale pour clôturer ce décryptage. La prochaine fois que l'heure sera venue de créer, est-ce que ce sera une petite esquisse balayée par le vent, selon l'humeur du moment, ou bien une brique solide, permanente, posée méthodiquement pour bâtir une immense cathédrale? Il est grand temps d'observer ses propres méthodes de travail et de poser les fondations de sa propre fabrique. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous et à très vite pour analyser de nouveaux concepts passionnants.